faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, on va parler des jeunes et on va parler du djihad et on va parler de recrutement. C'est très complexe, toutes les questions qui ont été soulevées cette semaine depuis l'arrestation il y a quelques jours de 10 jeunes Québécois d'un coup à l'aéroport, sur le point de partir de l'aéroport de Montréal pour rejoindre les rangs des djihadistes en Irak et en Syrie. Bon, c'est déjà arrivé ici. C'est arrivé encore plus gravement en Europe, en France et en Belgique notamment. On fera allusion à ces expériences-là aussi. Nous avions la promesse ce matin d'avoir le directeur pas le directeur, mais enfin un des principaux personnages du Centre de prévention de la radicalisation mis sur pied par la Ville de Montréal et le service de police, le psychiatre Jocelyn Bélanger, qui s'est désisté il y a quelques minutes. Alors, il va nous manquer, je vous l'avertis d'avance, tout un pan, c'est-à-dire le pan policier de cette affaire, puisque lui s'est désisté à la dernière minute, mais au service de police de la Ville de Montréal, on nous a refusé l'accès à tous les policiers qui connaissent ce domaine-là, qui sont actifs, qui font un très bon travail selon plusieurs. À la GRC, la même chose. On n'a pas pu rejoindre quelqu'un, par exemple, comme M. Hakim Bellal, qui est le spécialiste à la GRC de ces questions-là. Alors, heureusement qu'on a toujours à portée de la main notre ami Stéphane Berthomé, qui connaît les affaires policières, qui a déjà été policier, qu'on voit souvent, mais dans son cas, on peut pas dire trop souvent, parce que vous nous avez souvent sauvé la face, comme ça, en venant nous expliquer ce que la police ne veut pas nous dire. Stéphane Berthomé, bonjour. Merci, bonjour. On aura avec nous également Madame Maria Mourani, que vous connaissez beaucoup comme députée indépendante maintenant dans le comté d'Antique, au fédéral, mais qui est aussi, entre autres, qualité criminologue, Maria Mourani. Bonjour. Et parfois, vous nous le rappelez. Et puis, parfois, vous agissez aussi comme criminologue parce que vous vous êtes beaucoup intéressé à ces questions-là et vous êtes allé même en France et en Belgique voir comment on les traite, ces questions-là, là-bas. On a avec nous en studio aussi Khalid Bott, qui est étudiant en génie et qui est... vous allez m'expliquer comment ça fonctionne. Vous êtes musulman d'origine pakistanaise, mais vous avez fait toute votre école à Québec et à Montréal, c'est ça? Tout à fait. Tout d'abord, bonjour Michel. Merci de l'invitation. Oui, je suis musulman de Québec, québécois. Et j'ai fait mon parcours parce que mes parents ont immigré au Canada quand j'étais tout petit. Oui. Puis j'ai fait tout mon parcours scolaire au Québec, à la Ville de Québec, et maintenant le parcours universitaire à Montréal dans le domaine de génie, comme vous avez dit. Vous faites partie d'une communauté musulmane particulière, les Ahmadiyya. Si je comprends bien, là, c'est plus familier à nos oreilles, les soufis. Ça ressemble un peu aux soufis. C'est une communauté musulmane pacifiste, c'est ça? Qui veut bien s'entendre avec l'Occident, etc., qui trouve que l'islam et la démocratie occidentale sont parfaitement compatibles. En fait, l'islam tout d'abord, oui, c'est vrai. Nous avons cette particularité de prôner les vrais enseignements de l'islam tels qu'ils ont été inculqués par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Oui. Alors, théologiquement, nous ne différons pas des autres musulmans, des autres enseignements de l'islam, je dirais. Ce qui nous caractérise plus, c'est comme vous avez mentionné, oui, nous trouvons que les enseignements de l'islam sont tout à fait en accord avec la modernité, avec notre société contemporaine. Ben, voilà. Alors, écoutez, avant de commencer l'émission comme telle, l'idée originale, c'était de demander à chacun ce qu'il y a de plus urgent à faire
dans cette situation-là. Il y a eu cette semaine vraiment un sentiment d'urgence. On le sent, Stéphane Berthomé, à la police, c'est pas pour rien que les gens parlent pas. Il s'est passé quelque chose, 10 jeunes d'un coup à Montréal. En Europe, on a vécu ça. Ici, on avait déjà presque vécu ça. Il y en avait eu 6 en janvier d'un coup. Il y en a 4 d'un même cégep, le cégep Maisonneuve. Il y en avait déjà eu d'autres à ce même cégep qui abrite un enseignement sur l'islam de la part d'Adil Sharkawi aussi, on le sait. Alors, qu'est-ce qui est le plus urgent dans des circonstances comme ça, Stéphane Berthomé, à faire? Vraiment une réponse très brève avant qu'on commence pour ouvrir l'émission. Une double réponse très brève, ce que font déjà les corps policiers, c'est-à-dire travailler depuis le départ des premiers jeunes et depuis même avant sur les recoupements et sur l'enquête sur ce dossier-là pour rechercher, identifier les coupables qui radicalisent et recrutent ces jeunes-là. Le ou les, d'une part, et d'autre part, je crois de plus en plus urgent, sur l'autre volet, s'adresser directement aux autres jeunes du collège Maisonneuve, ouvrir tout de suite des ponts de discussion et de dialogue, y compris avec les familles qui sont désemparées et qui se retrouvent aujourd'hui devant des situations qui sont insupportables pour elles et qui se sentent non seulement abandonnées, mais stigmatisées. Il faut pas que ces événements-là contribuent justement à stigmatiser cette communauté-là. Et la solution qu'on a trouvée, c'est d'envoyer une policière en civil patrouiller le cégep 3 jours par semaine. Ça sert à quoi, ça? Bien, c'est quoi l'objectif? J'appellerai pas policière en civil, mais c'est une agente communautaire, donc qui est quand même habituée à ces questions-là. Elle n'est pas habillée en policier, là. Non, elle n'est pas habillée en policier, d'une part, et d'autre part, on essaye toutes les initiatives. Moi, je dirais qu'on en reparlera. Il y a d'autres initiatives beaucoup plus inventives qu'on pourrait avoir, et je vous en parlerai tout à l'heure. Maria Mourani, le plus urgent, c'est quoi? Moi, je vous dirais, c'est de répondre aux besoins des parents. Moi, j'ai déjà eu juste face à cette histoire des appels de mères qui me disaient moi je pense que mon fils se radicalise, je pense que le fils de ma voisine se radicalise, où j'appelle, qui j'appelle pour avoir un support là-dedans, non pas policier bien sûr, mais psychologique, un support en travail social, etc. Et malheureusement je me suis rendu compte qu'on n'avait rien. Il y a rien, parce que je veux bien le centre de prévention. C'est ça, il y a le centre de prévention de la police de Montréal, dont Jocelyn Bélanger, le fameux psychologue, disait cette semaine que ce sont actuellement des policiers qui répondent, mais c'est pas ça l'idée. Ce sera pas toujours des policiers et on référera les gens à des services sociaux. C'est ça, moi aussi, qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, les parents, ils veulent parler justement à quelqu'un autre que la police, parce qu'ils ont peur aussi que leurs enfants soient incarcérés. Ils ont peur qu'on évalue mal aussi leurs enfants et qu'on pense qu'ils sont super radicalisés et puis qu'il faut les incarcérer avec un 810, par exemple. Vous savez, une incarcération préventive. Donc, actuellement, le besoin du code criminel qui te permet un 810. Vous parlez comme une avocate que vous n'êtes pas. Alors, écoutez, on va commencer cette émission maintenant avec une entrevue faite un peu plus tôt avec vraiment une autorité en la matière, Madame Dounia Bouzard à Paris, qui essentiellement dirige un groupe qui travaille en déradicalisation, c'est-à-dire qui essaie de convaincre les jeunes qui vont partir de ne pas le faire et qui essaient de les déprogrammer. Enfin, on commence l'entrevue au moment où Mme Bouzard nous explique ça précisément. Nous sommes en fait en France une cellule mobile de désembrigadement, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons à la demande des professionnels, mais surtout à la demande des familles, parce que justement, pour désembrigader un jeune, il faut lui faire tomber son château de cartes que lui a vendu les djihadistes. C'est-à-dire qu'au fond, les djihadistes leur font miroiter des tas de promesses, des tas de rêves qui sont différents. C'est pour ça que les djihadistes sont devenus dangereux. C'est parce qu'au fond, ils donnent aux jeunes plusieurs raisons de vouloir partir, s'engager dans leur rang. Une fois, ils font croire qu'ils vont faire de l'humanitaire. Une autre fois, ils font croire qu'ils vont venger les enfants, sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. Une autre fois, qu'ils vont faire la hijra, c'est-à-dire finalement rejoindre une terre promise où ils pourront être libres dans des bonnes valeurs. Une fois il faut au contraire se venger de tous ceux qui sont pas musulmans. Et donc, il propose plusieurs raisons aux jeunes. Et pour désembrigader un jeune, la première chose qu'il faut faire, c'est le remettre dans le monde réel, c'est-à-dire lui montrer le décalage
qu'il y a entre les discours des djihadistes et la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils exterminent là-bas tous ceux qui ne pensent pas comme eux, oui, y compris d'ailleurs les autres musulmans, et qu'il n'y a aucun humanitaire. Alors, écoutez, selon le ministre de l'Intérieur en France, il y a 213 djihadistes qui sont revenus en France après avoir fait le combat là-bas. Est-ce qu'il y a une grande proportion de ceux-là qui sont prêts à venir vous aider ou s'il y en a beaucoup qui reviennent encore convaincus? Celui qui en fait veut aider les autres, c'est celui qui est désembrigadé. Donc beaucoup de jeunes qui s'échappent de là-bas sont des jeunes qui étaient partis avec des causes nobles, qui se voyaient un peu comme des chevaliers qui allaient combattre le dictateur. Oui, tout à fait. Personne finalement n'allait combattre. Ceux-là, quand ils reviennent, eh bien, ils se sont auto-désembrigadés, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à des terroristes ignobles. Donc, tout de suite, ils veulent finalement aider les autres pour que les autres ne tombent pas dans le piège. Mais il y a aussi des gens qui sont embrigadés qui ne sont pas encore partis, car les autorités de police sont efficaces. Et quand on les récupère à la frontière, ceux-là aussi, finalement, accepte de témoigner dès que quelqu'un est désembrigadé, la première chose qu'il veut faire, c'est faire la chaîne de la vie contre la chaîne de la mort et faire en sorte que les autres petits ne tombent pas dans le même piège que lui. Oui. Est-ce que vous êtes capable de mesurer le taux d'efficacité de ce genre? Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer le taux d'efficacité de ce genre d'intervention? Si vous voulez, il est clair qu'on est en expérimentation. Tout ça est très récent. On a commencé à monter ça en septembre, vous voyez, très peu de recul. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 50 premières expérimentations sur des filles ou sur des garçons qui vivent encore chez leurs parents fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle chez nous au CPDSI un club de rescapés. Et notre club de rescapés a réuni pratiquement 47 jeunes sur 50 expériences, avec des parents qui ont été très actifs. Les parents aussi ont eu un rôle fort, parce que comme les djihadistes veulent désaffilier l'enfant de la famille, lui faire oublier son histoire, sa mémoire, on travaille beaucoup avec les parents avant d'intervenir avec des repentis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui échappent à ce genre de prévention que vous ne pourrez pas atteindre. C'est-à-dire que la difficulté, c'est d'atteindre les jeunes dont les parents ne nous appellent pas. Oui, voilà. Les parents qui appellent tout de suite quand ils voient que le jeune ne veut plus voir ses anciens amis au nom de Dieu, ne veut plus faire des activités de loisirs au nom de Dieu, ne veut plus voir les professeurs en disant qu'il va les empêcher de faire la révolution divine, et commence à remettre dès que les parents appellent, là, on peut intervenir plus vite. Le parent téléphone, plus vite on va sauver des vies. Mais par contre, évidemment, les parents qui ont peur parce qu'ils ont peur que leur enfant soit fiché par les autorités, et est-ce qu'il trouvera un métier ensuite, est-ce qu'on va le voir comme un terroriste, eh bien, ceux-là qui n'appellent pas, ou bien ils appellent quand c'est trop tard, là, on ne peut rien faire, bien sûr. Et une fois que l'enfant est là-bas, il faut quand même rappeler, aucune fille n'est revenue vivante. Aucune fille n'est revenue vivante. Les garçons ont beaucoup été fusillés quand ils ont essayé de fuir. Certains sont rentrés, mais aucune fille n'est rentrée vivante. Bon Dieu, ça fait froid dans le dos. Dounia Bouzar, je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais quel est l'âge le plus vulnérable? C'est vraiment l'âge où ils veulent devenir adultes. Nous, vraiment, la grande majorité, c'est quand même le 14-19 ans. Ah, oui. 14-19 ans. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui n'a pas encore fait sa famille, qui n'est pas encore marié, qui se projette dans le monde adulte avec une grande panique. Les djihadistes utilisent plutôt les gens sensibles, les filles humanistes qui voulaient avoir un métier altruiste, qui voulaient faire assistante sociale, médecin, infirmière. Même les garçons sont souvent des garçons quand même au bon cœur au départ, qu'ils transforment en monstres déshumanisés, qui vont couper leurs victimes en morceaux comme des nazis. Mais au départ, ils prennent plutôt des jeunes très sensibles qui ne sont pas passés à l'âge adulte. Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe. Ici Radio-Canada Première.
Alors, nous reviendrons plus tard dans cette émission avec Dounia Bouzar sur un autre sujet, l'influence des imams pacifistes, entre autres. Une discussion qui a été soulevée, une des nombreuses discussions qui a été soulevée cette semaine. Adil Bot, je vous voyais réagir pendant l'entrevue de Mme Bouzar, ça vous a évoqué? Oui, en fait, l'aspect qu'elle a abordé où les jeunes qui malheureusement se sont entraînés dans cette voie-là, ils avaient des idées nobles, ceux qui voulaient être infirmières, etc. En fait, l'exemple que nous avons de la communauté Ahmadiyya, j'ai des jeunes personnellement que je connais qui sont présentement en train de faire du travail humanitaire au sein même de la communauté avec des organisations internationales. Mais ici, au Canada? À l'extérieur, au Canada, je veux dire, il y a des jeunes qui travaillent avec des refuges pour femmes battues à Montréal. J'ai également un ami très proche à moi qui est présentement, depuis 1 an, il a tout laissé. Il est parti aux Philippines après les ouragans qu'il y a eu là. Et il est en train de construire, jusqu'à maintenant, il a construit tout près de 10 écoles. Donc, c'est des jeunes qui ont les mêmes passions. On pourra aborder peut-être plus tard. Oui, mais comment vous voyez, c'est quoi la différence entre celui-là que vous décrivez et celui qui part au djihad? Très, très bonne question. Et c'est là que, autour de la table, je suis un peu plus comme un exemple d'une communauté qui a réussi, de par son exemple, à justement canaliser la ferveur et la passion des jeunes vers quelque chose de positif. Ça se passe à quel niveau? Les familles? Les familles, ça se passe dès un jeune âge. Ça commence dans le cadre de la communauté Ahmadiyya. On va encadrer les jeunes dès 7 ans. Et on va faire des activités à leur niveau d'âge. C'est autant pour les garçons que les filles. Et on les accompagne tout au long de leur cheminement, de leur développement jusqu'à l'âge adulte. Oui. Et c'est ce qui est important, selon moi. C'est cet exemple-là qu'il faudra aussi, je pense, des experts autour de la table. Mais il y a sûrement des gens dans votre milieu aussi, des jeunes qui, à un moment donné, reçoivent une espèce d'appel de aller sauver les enfants syriens du tyran Assad ou aller défendre l'islam opprimé et méprisé par le monde occidental, etc. Et ça doit se trouver dans vos... Nous sommes dans une société, dans les médias, on entend tous ces discours que vous venez de dire. Oui. Et je suis très, très fier de cette particularité de notre communauté Ahmadiyya, c'est qu'il n'y a pas un seul jeune à travers le monde qui a été entraîné, qui a été, je vous dirais, approché, pas approché, mais qui a été tenté par ces genres de discours-là. Voilà. Parce qu'on les encadre dès un jeune âge et on les forme, disons. Maria Mourani. Mais moi, je vous dirais, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que oui, c'est vrai. Vous voyez, le portrait qui a été un peu décrit, les motifs. Quand vous parlez du terrain, là, vous avez fait ici, d'abord, vous avez dans votre comté plein de gens. Et vous êtes allé en France et en Belgique aussi. Toulouse, Paris, Bruxelles. J'ai rencontré plusieurs familles. Dans les endroits les plus touchés, donc, par ça. Oui, dont plusieurs parents de la petite, de la municipalité de Vilvoorde, là, où il y a eu toute l'histoire avec Sharia. En banlieue de Bruxelles. À Bruxelles. Tout à fait, en banlieue de Bruxelles, où il y a eu tout le scandale, là, la grosse opération policière avec Sharia for Belgium, puis il y a eu plusieurs individus qui ont été incarcérés, etc. Moi, ce que je constate... Oui, je pense que c'est 40 dans une petite municipalité plusieurs jeunes, tout à fait, de 4000 habitants. Là, qui étaient partis, même des jeunes dans la même rue. Dans la même rue, les parents se connaissaient presque tous. Parfois, les parents se connaissaient pas, mais se sont connus après qu'il y a eu cette opération policière. Ouais. Alors, il paraît que dans ces coins-là, les coins qui ont été le plus touchés, et la Belgique a été secouée, et pas juste dans cette banlieue de Bruxelles, à Anvers aussi, un peu partout. Il paraît qu'on a inventé des modèles de prévention avec des médiateurs, espèce de travailleurs de rue, si je comprends bien. D'accord. Moi, je vous dirais, pour être très honnête, je n'ai vu qu'un seul modèle pour l'instant. Quand j'étais en Belgique, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Je dois retourner prochainement. Ce que j'ai vu comme modèle que j'ai beaucoup aimé, c'était dans un centre pour jeunes et pour familles. Il y a eu un ex-djihadiste qui est venu et qui a parlé aux jeunes. Et je peux vous dire dans l'esprit que nous disait Dounia Bouzar tout à l'heure. Tout à fait. Un peu comme les ex-membres de gangs de rue qui qui sont repentis et puis qui vont aller dans les écoles, qui vont aller retrouver les jeunes et leur parler par le biais de leur expérience. Parce que les jeunes accordent beaucoup de crédibilité au vécu
que ce soit un ex-membre de gang, que ce soit un ex-djihadiste. Donc, quand tu me parles, je sais que toi, tu parles de ce que tu as vécu, et ce que tu as vécu, c'est la réalité du terrain. Donc, pour eux, pour les jeunes, tu as plus de crédibilité à leurs yeux. Et ça, j'ai vu l'interaction qu'il y avait entre cet ex-djihadiste repenti et les jeunes. Il y avait plusieurs jeunes que lorsqu'ils parlaient, tu voyais qu'ils étaient sur la pente glissante là du radicalisme. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette personne-là disait, moi, je suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour vous dire ce que j'ai vécu et l'impact que ça a eu dans ma famille. Ma mère, mon père. Tu penses que tu vas aller sauver les enfants syriens, mais sache que tu vas tuer ta mère. Tu vas lui faire une douleur incroyable. Sache que ton père va être dévasté. Puis là, il raconte, il dit, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir que c'est des menteurs. Tout ce qu'ils t'ont promis sur Internet, toutes les propagandes, les vidéos de propagande qu'on te met, que tu vas sauver des enfants, que tu vas faire de l'humanitaire, tout ça, c'est de la foutaise. La vérité, c'est que tu vas devenir un tueur. Et puis les filles, en plus. Et les filles, écoutez, c'est terrible, les filles, parce qu'elles pensent qu'elles s'en vont retrouver l'homme de leurs rêves. Elles s'en vont se marier. J'ai même rencontré une petite qui disait qu'elle pense qu'elle s'en va non seulement se marier, jamais combattre, s'occuper des orphelins, parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, mais être avec nos sœurs. Mais en plus de ça, je vais magasiner. Non, mais c'est hallucinant. Alors, en Syrie ou en Irak, actuellement, magasiner. Oui, faut le faire. Tu sais, c'est parce que les vidéos de propagande qu'ils voient, on voit une Syrie belle, on voit des villas, on voit des jeunes qui sautent dans des piscines, des beaux mecs avec des barbes et puis des longs cheveux. C'est un peu comme dans les gangs. Les filles, quand elles vont dans les gangs, là, non, mais elles pensent pas qu'elles vont faire la prostitution. C'est après que ça vient petit. Puis il y a des couples aussi qui partent. Il y a des couples, il y a des couples amoureux. Ils s'en vont là-bas pour vivre en terre d'islam. La hijra, comme elle disait tout à l'heure, Madame Bouzard. Ils s'en vont pour vivre en terre d'islam, leur amour. Vivre selon leurs valeurs. Parce que ici, en Occident, on peut pas vivre selon nos valeurs de la religion. Ça ressemble beaucoup à l'enfant soldat, ça, non? Moi, je vous dirais, dans l'embrigadement, oui, parce que, et encore, les enfants soldats, c'est très différent. On parle de 14, 15, 16 ans, là. Oui. Pour nous, c'est des enfants, là. Tout à fait. C'est des enfants. Et puis, il y en a des 14, 15 ans qui sont partis. Peut-être pas chez nous. Je pense pas qu'on a eu du 14 ans encore. Mais en Europe, non, mais oui. 15. Oui. Mais en Europe, oui. Il y a eu des très jeunes. Moi, on m'a même dit qu'il y en avait eu un de 13 ans qui est parti en Europe. Donc, c'est très jeune. Et moi, je vous dirais, je pense que la prévention ne doit pas commencer à 14-15 ans. Moi, je pense que c'est 8 ans. Comme dans les gangs. La même affaire. La prévention, la sensibilisation au phénomène doit commencer très jeune. Comme ils le font dans votre communauté. Tout à fait. Très, très jeune, à 7 ans. Parce que il faut pas oublier qu'il y a différents styles de jeunes qui vont là-bas. T'as autant des convertis que des jeunes musulmans qui redécouvrent leur religion. Oui. Et dans cette reconquête, si vous voulez, cette redécouverte de la religion, ils se retrouvent mal guidés. Parce que les parents, parfois, ne vont pas forcément les guider là-dedans. Ils vont dire, vas-y à la mosquée, ou vas-y t'enseigner. Mais, faut le dire, il y a beaucoup d'imams qui n'ont aucune compétence réelle à être des imams. Ils se sont autoproclamés imams. On va y revenir tout à l'heure sur le rôle de la religion et sur le rôle des imams. Je voudrais pour l'instant passer à Stéphane Berthomé. Stéphane, il y a une raison pour laquelle il n'y a aucun policier qui veut parler cette semaine. J'imagine que on est hyper actif dans la police actuellement. On le prend pas qu'il y a eu 10 jeunes qui a été arrêté juste avant de sauter dans l'avion, là, j'imagine. Vous savez, Michel, je suis pas le porte-parole de la police. Hein. Non, mais vous les comprenez mieux que moi. Vous avez une pratique que je n'ai pas. Alors, c'est pour ça que je vous demande d'essayer de nous expliquer. Je pense qu'en effet, écoutez, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ils veulent pas parler, mais ce qui est évident, c'est qu'ils travaillent hyper activement à l'enquête qui se poursuit, à l'identification des responsables éventuels dans ce dossier-là, et à construire éventuellement des accusations, voire même identifier très en amont d'autres jeunes qui seraient potentiellement touchés par ce phénomène, parce que ce qu'on constate, c'est
c'est que ça touche une grappe de jeunes identifiés, assez facilement identifiables, un groupe dont il ne faudra pas faire une règle après à l'avenir, faut s'entendre là-dessus, mais on comprend bien qu'on a plusieurs lieux qui sont clés, plusieurs situations clés. D'abord, on est dans une communauté là qui est quand même tissée assez serrée, dont les jeunes se connaissaient les uns les autres, et là je parle de ceux qui sont partis en janvier et ceux qui ont tenté de partir il y a une semaine. Ils fréquentaient, pour certains, vous l'avez dit, le collège Maisonneuve et d'autres collèges, d'autres fréquentaient d'autres endroits en même temps. Ils fréquentaient plusieurs centres d'enseignement coranique, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs ensemble. Donc, tous ces recoupements-là sont en train d'être faits, et de ça, on peut tirer deux choses. Un, évidemment, l'aspect répressif de l'enquête policière, c'est-à-dire on peut essayer d'incriminer ou pas des gens, et deux, on peut essayer de prévoir par avance la suite du dossier et de voir si, de ce qu'on a de ces éléments-là d'analyse, on va pas pouvoir aller vers d'autres jeunes ou d'autres familles qui seraient en voie de radicalisation ou en voie de recrutement. Ça, c'est les deux pôles vraiment fondamentaux de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et il y a des gens qui n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est en majorité des gens de familles musulmanes, des jeunes de familles musulmanes. Dans ce cas-là, c'est une évidence. On ne peut absolument pas le nier. Ce sont des gens qui sont issus de la communauté musulmane. Mais encore une fois, moi, je considère pas ça comme un phénomène qui puisse être considéré à l'analyse sur le long terme de ce qu'est la radicalisation. Non, parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y a d'autres cas. Parce que si vous prenez Zéaf Bibo et Couture Rouleau, ce sont d'autres cas de radicalisation. Et je considère même peut-être que sur les jeunes qui sont partis... C'est pas dans sa famille qu'il avait entendu parler de la mosquée. Non. Et puis je peux vous dire que dans les cas de ceux qui ont essayé de partir la semaine dernière, c'est pas dans leur famille qu'on les a poussés à l'islam radical. C'est à l'extérieur des familles qu'on l'a fait. Et les familles sont dévastées justement à cause de ça. Donc il faut prendre chaque situation en tant que telle. Il faut pas faire une règle de chacune des situations. Je vais vous soumettre une réflexion que M. Stephen Harper, notre Premier ministre, a partagée avec nous cette semaine. Nous avons ici un beau pays qui est démocratique, libre, ouvert, tolérant. Il n'y a aucune excuse, aucune raison pour un Canadien de devenir un djihadiste ou un terroriste. Il me semble que depuis le début, c'est le contraire qu'on explique, que c'est justement pour des raisons qui sont incontrôlables et qui sont pas qui sont pas explicables nécessairement à un jeune dont l'idéalisme est un peu dévoyé à l'île botte. Oui, en fait, d'abord, je suis d'accord avec ce que le premier ministre a dit. Il n'y a aucune raison apparente. Par contre, avec ce que les experts ont dit, il y a des raisons sous-jacentes, des raisons qu'il faut aller vraiment décortiquer un peu plus en détail. Et ce que je vous dirais, c'est que on parlait que la majorité, c'est des familles musulmanes ou c'est des personnes de religion, confession musulmane. Mais si on regarde l'islam elle-même, le prophète de l'islam, qui est le fondateur de cette religion, lui-même, ce qu'il a dit, la foi, en fait, la loyauté envers ton pays ou ta patrie fait partie de ta foi. Alors si c'est ce message que les jeunes entendent, si on arrive à l'expliquer aux jeunes dès un jeune âge, ils seront beaucoup plus portés à critiquer les charlatans qui essaient de les détourner vers un... Oui, mais encore faut-il qu'autour de lui, on dise que le pays, c'est le Canada et non pas le pays d'origine de la famille, parce que ça aussi, ça arrive. C'est pas le pays d'origine de la famille, c'est ça. C'est que ces familles-là, elles sont originaires du Maghreb, elles sont pas originaires de la Syrie ou d'Irak, donc ce n'est pas leur pays. Et je peux vous dire que si vous demandez à ces familles quels sont leurs pays, c'est le Canada. Ces familles-là, moi de ce que j'en sais, je parle du jeune qui devient un peu... C'est une illusion. C'est une illusion. On fait vivre ces jeunes-là dans une illusion. Stéphane Martin, quelqu'un leur vend cette illusion. C'est clair. Quand vous dites on cherche des responsables, on cherche quoi? Des recruteurs, essentiellement. Oui. C'est ça qu'on cherche. Quelqu'un qui prend un jeune par la main et qui ne l'amène pas en Syrie, qui lui montre la porte en disant voilà, tu vas avoir des réponses. Bon, vous avez exactement ciblé la question. Ce qu'il faut comprendre, et plus on avance sur ce sujet-là, plus moi je suis convaincu que il faut minimiser la part de radicalisation pour augmenter la part de recrutement. Je m'explique. On parle beaucoup de radicalisation. En réalité, ce dont on parle, quand on regarde le cas de ces jeunes-là, c'est d'un recrutement terroriste. On ne leur demande pas de se radicaliser et de devenir des individus radicaux dans une société dans laquelle ils vont intervenir sur le plan politico-religieux. On leur demande de rejoindre une organisation criminelle connue de tous comme étant une organisation qui pratique le terrorisme, mais dont à eux, on leur fait croire qu'ils vont aller aider leurs frères en rejoignant le pays dans lequel cette organisation se trouve. Alors, on est effectivement face à des gens qui recrutent des jeunes
pour le bien de ces organisations. Pourquoi ils sont si difficiles à attraper? Parce que le fait de dire à quelqu'un tu dois quitter ton pays, tu dois faire la hijra, tu dois retourner dans ton pays d'origine, tu dois ne pas écouter ce que dit ton gouvernement, ne pas écouter ce que disent tes parents, tu dois ne pas écouter ton imam qui est un faux imam, qui pratique un mauvais islam, qui est un islam faible. Dire à ces gens-là ce genre de choses-là, ça n'est pas criminel. Ce qui est criminel, c'est de rejoindre une organisation répertoriée comme étant une organisation terroriste. Et c'est toute la difficulté des corps policiers. Et j'ai tendance à croire que c'est pas en rajoutant des couches à la fois au millefeuille législatif qu'on va y arriver, mais plutôt en travaillant plus lourdement sur la prévention. Deux extraits là-dessus. Un de Madame Listerio, la procureure générale du Québec, et un autre de Dounia Bouzard. Il est évident que ça prend aussi des imams qui vont interpréter leur religion d'une manière correcte. C'est facile de faire dire quelque chose à une religion et de l'interpréter à sa façon. Ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet et au départ, j'avais travaillé avec des imams pour faire ce qu'on appelle en Angleterre ou dans d'autres pays un discours religieux alternatif, c'est-à-dire expliquer avec des arguments théologiques aux jeunes que l'islam ce n'est pas ça, que l'islam c'est l'amour, c'est la paix. Bon, en fait, ça, j'ai été dans l'échec avec ces expérimentations parce que tout simplement, les djihadistes disent aux jeunes, écoute, tu es élu pour posséder la vérité par Dieu et figure-toi que les autres qui ne sont pas élus vont être jaloux parce qu'ils vont sentir que toi, tu vois des choses que eux ne voient pas. Et donc, ils vont essayer de s'approcher pour te mettre le doute. Ils vont essayer de discuter avec toi parce qu'ils veulent diviser pour mieux régner. Donc, non seulement quand on travaille avec un imam érudit, finalement, le jeune n'écoute pas en disant à l'imam, toi, tais-toi. Moi, je sais ce que Dieu dit, même si le jeune est musulman depuis 3 jours. Non seulement ça ne fonctionnait pas, mais en plus de ça, j'ai eu l'impression que ça donnait encore plus de force aux djihadistes parce que ils avaient déjà dit aux jeunes, ils vont venir te mettre le doute. Donc, c'était contre-productif. Voilà, c'était Dounia Bouzard à Paris. Maria Morani, c'est terrible. On peut pas compter sur les imams pacifistes parce que le jeune qui a déjà commencé sa radicalisation a été prévenu que on va essayer de te détourner de la voie que Dieu a choisie pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, c'est sûr que le jeune qui est rendu à ce niveau-là, on peut considérer qu'il est déjà bien avancé dans son cheminement de radicalisation. C'est pour ça que je dis que faut l'attraper avant. Ben il faut l'attraper avant. C'est avant que le travail doit se faire. Parce que quand le jeune est rendu vraiment là, à penser à aller à l'aéroport, puis à partir, on peut dire que le processus de radicalisation est bien avancé. Il n'est pas à son top par contre, parce que le top va arriver quand il va être là-bas. C'est quand il va être en Syrie ou bien en Irak et qu'il va poser des actes, c'est là qu'il va être, je vous dirais, au top de la radicalisation, parce qu'il sera passé de la radicalisation à la radicalisation violente. Il sera passé à parce l'acte. que oui, parce que tu peux être radical, hein, tu peux être radical et vivre dans une société sans jamais poser un acte de violence. Écoutez, nous à Ottawa, tous les jours, on voit les groupes contre l'avortement venir nous mettre leurs pancartes et tous les jours ils sont là systématiquement. C'est des groupes assez extrêmes, mais qui ne posent aucun acte de violence. Il y a des groupes qui vont avoir des idéologies même très extrêmes, mais qui ne poseront jamais d'acte de violence. La radicalisation, c'est comme un peu une échelle. Plus t'avances, à un moment donné, tu vas avoir, tu vas passer à l'acte. Et c'est pour ça que moi je dis que dans le recrutement, je pense fondamentalement que dans le recrutement, c'est les rencontres qui font la différence. Parce que la grande question que je me suis posée, c'est quoi la différence entre un jeune qui a le même parcours, qui va entendre le même discours radical, mais qui ne va jamais aller en Syrie, et le jeune qui va avoir le même parcours et le même discours radical, lui, il va partir. Moi, ce que j'ai constaté, c'est les rencontres qu'il va faire. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vie réelle, il va rencontrer quelqu'un qui va non seulement, donc c'est pas juste Internet, il va rencontrer quelqu'un qui va conforter son idéologie, et qui va lui donner les moyens de réaliser son objectif. C'est là la différence. Parce que vous pouvez avoir un jeune qui se radicalise, mais qui va jamais rencontrer un recruteur sur le terrain. Il pourra pas forcément décider d'y aller. Et si vous regardez les 10 jeunes qui sont partis, c'est une meute.
Ce sont des jeunes qui se sont auto-influencés. Et je vous parie tout ce que vous voulez, dans cette meute, il y en a quelques-uns qui étaient même pas prêts à partir, mais qui se sont fait encourager par les autres pour pouvoir partir. Et c'est ce phénomène que j'ai constaté quand des frères s'en vont là-bas. Il y a toujours un des frères qui veut pas forcément y aller, mais il y va parce que son frère l'encourage à y aller. Donc, entre le fait d'imbiber, de s'imbiber d'une idéologie et le fait de passer à l'action, il y a une rencontre qui se fait. Madame Mourani, le psychologue Jocelyn Bélanger du Centre de prévention, qui devait être là, mais malheureusement a décidé à la dernière minute qu'il ne viendrait pas, disait cette semaine à la Gazette que 80% de ces jeunes-là, on peut les trouver. Ça n'existe pas un loup solitaire introuvable. On peut les trouver parce qu'ils répandent des signes autour d'eux, dans la famille, dans leurs amis, à l'école. Et il y en a 80% qu'on peut trouver. C'est la citation de la Gazette. Écoutez, le chiffre, je vous avoue, moi, le chiffre, je le comprends pas. Moi, ce que j'ai pu voir dans l'échantillon que j'ai, il y avait des parents qui n'ont pas allumé que le moment où la personne était en Syrie. Ils n'ont pas allumé du tout. Et ça, c'était autant des jeunes jusqu'à ce qu'ils soient rendus en Syrie. Ils pensaient que leur enfant était en Égypte en train d'apprendre l'arabe. Ok. Donc moi, je crois pas à ça. Là. Le chiffre m'interpelle. En tout cas, je le comprends pas. Que ce soit 80 ou 50%, qu'une grande proportion. Il y a des proportions. On laisse des signes autour de soi. Il y a des jeunes qui laissent pas de signes. Il y a des jeunes tu peux pas avoir des signes. Pardon, Maria, mais je crois pas qu'on puisse faire une statistique comme ça. De quoi on parle? Des jeunes au Canada, des jeunes au Québec? Enlevons le 80%. Disons une grande proportion qui laisse des signes et qu'on pourrait trouver. On va pas se hasarder sur des statistiques puisqu'on n'en a pas fait. Mais on peut pas le savoir. Chaque cas est différent. Moi, j'ai parlé avec des familles qui n'ont absolument rien vu venir, comme le dit Maria. Il y a d'autres familles qui ont senti des signes et pour des raisons personnelles, des raisons sociologiques ou des raisons culturelles ou la peur ou la crainte de s'opposer à leurs enfants, ont laissé peut-être un petit peu déraper les choses en se disant ça va rentrer dans l'ordre. Vous savez, quand vous avez des enfants qui commencent à faire des bêtises dans la vie, qui commencent à vous sentez bien des fois que ça dérape, vous vous dites c'est pas grave, ça va rentrer dans l'ordre. Puis vous avez mal mesuré la situation et vous vous rendez compte après que ce que vous voyez c'était la pointe de l'iceberg et là vous le regrettez amèrement. Puis il y a des familles qui n'ont rien vu venir et ça moi j'en suis intimement convaincu. Donc je ne vois pas comment on peut dresser une statistique sur des situations qui sont à la fois des épiphénomènes et d'autres phénomènes qui dépendent de facteurs sociaux et même structurels qui soient totalement différents les uns des autres entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Québec ou le Canada. Donc pour moi, il faut se garder de ce genre de choses-là. Allez de botte, vous croyez ça? Une famille où on a un enfant de 16 ans qui est sur le point de partir au djihad et personne s'en rend compte? En fait, les experts sont à côté de moi et je suis... Ouais, mais dans votre milieu, vous croyez à ça? Vous croyez que c'est possible qu'on se rende pas compte? Oui, c'est tout à fait possible parce que, comme l'endoctrinement, un aspect d'endoctrinement que vous avez évoqué tout à l'heure, où on fait croire à la personne que, on va venir te voir, on va venir te discuter avec toi, si on en est rendu là, c'est que c'est comme une secte. Tout à l'heure, lorsque j'entendais ça, j'avais toujours l'image parce que je me souviens à l'école secondaire, une fois dans un cours de, je pense, religion, on parlait des sectes et comment ils influencent les jeunes ou comment ils viennent chercher les gens, les embrigader justement ou les inclure dans leur groupe. Ça va jusque là dans certains sectes extrêmes où on dit faut couper tout lien avec la famille, avec son entourage et il faut se protéger, se mettre dans une bulle. Alors si le jeune est radicalisé à ce niveau-là, oui, il va se mettre dans une bulle où on va essayer où je pense que vous me corrigerez là. Oui. Non, c'est juste la radicalisation, c'est quoi? C'est l'auto-exclusion et le refus du système. Donc ça veut dire je m'exclus du groupe de société dans lequel je me trouve. Je m'exclus donc de ce qu'est ma famille sociale et ma vraie famille. Je les rejette, mais en silence. Jamais je n'exprime systématiquement ce rejet. Il y en a qui le font. Moi, je sais qu'il y a des gens où les enfants commencent à dire de leur sœur, elle devrait pas s'habiller comme ça. Puis il y en a d'autres qui, en silence, le pensent, mais ne le diront jamais. Donc on peut pas, à mon avis, être très très ferme là-dessus et dire il y a des règles, il y a aucune règle. Il y a un début, il y a une amorce, il y a un commencement toujours où on n'est pas encore aussi solide, Maria Mourani. Je vais vous donner un exemple, qui est un exemple très concret une famille que j'ai rencontrée en Belgique. Dans l'islam, ils disent que pour pouvoir aller faire le djihad, tu dois demander la permission à ta mère.
ok? La manière dont le jeune, il a demandé la permission à sa mère, c'est de lui dire, est-ce que tu accepterais que je me marie? Il lui a pas dit, je vais aller faire le djihad, là, en Syrie. Il lui a dit, est-ce que tu accepterais que je me marie? Là, elle a regardé, elle a dit, mais bien sûr, mon fils, je serais très heureuse que tu te maries un jour. Puis ça s'est arrêté là. C'était sa manière à lui d'avoir l'autorisation de la mère pour aller faire le djihad. Ouais, mais c'est quand même un peu extrême, non? Non, la famille, elle a pas allumé. L'enfant, il partait à l'école, il continuait ses cours comme si rien n'était, il rentrait à la maison, il montrait aucun signe, il était pas en train de dire à sa mère, par exemple, pourquoi tu portes pas le foulard, ou dire à son père, tu pries pas assez. Il y avait aucun signe. Et il est parti apprendre l'arabe. Il parle pas l'arabe. Ils viennent d'une famille d'origine marocaine, ils parlaient pas l'arabe parce que les parents parlent pas l'arabe à la maison. Ouais. Donc c'est un enfant qui est totalement intégré dans sa société, il parle néerlandais, il parle français, il décide bon moi je voudrais apprendre l'arabe et tout. Je veux reconnecter un peu. Bah pourquoi pas? Ça, les parents disent OK, vas-y, il y a des grandes écoles en Égypte, vas-y apprendre ça. Puis à un moment donné, pas de nouvelles voilà. Pendant plusieurs semaines. Et quand le jeune rappelle, il est où? Il est en Syrie. Et ça, j'en ai vu plusieurs cas comme ça. À Ottawa, on vient de recevoir un rapport au ministère fédéral de la Sécurité publique qui conclut qu'il faut donner des réponses religieuses aux enfants. Quand on a une préoccupation religieuse qui peut mener au radicalisme, il faut lui offrir une autre réponse religieuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est très intéressant. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les jeunes sont en quête. Plusieurs de ces jeunes, pas tous. Il y a des jeunes qui sont en quête d'aventure. Ça, c'est autre chose. C'est un autre style de jeunes. Mais plusieurs d'entre eux sont en quête spirituelle et cherchent des réponses à des questions sur Dieu. Qui est Dieu? Quel est mon rapport à moi à Dieu? Et beaucoup chez les convertis, on le trouve, ça. Avant que le jeune se convertisse, qu'il soit chrétien ou quelle que soit sa religion, il cherchait une réponse à sa religion. Et finalement, il la trouve dans l'islam, en se disant, l'islam est la religion complète, parce qu'elle contient, c'est la religion monothéiste qui contient le christianisme et le judaïsme. Donc, pour toutes sortes de raisons, il adhère à l'islam. Et là, il va se mettre à poser des questions, justement, sur le djihad, sur différentes questions qui sont dans le Coran, mais il va pas trouver ces réponses. Il va pas trouver ces réponses, il va les chercher sur Internet. Et la plupart des imams que j'ai rencontrés me parlent de Google Imam. Ils vont aller le chercher sur Internet, et là, ils vont être mal dirigés, mal informés. Et c'est là qu'il va y avoir cette escalade-là qui va faire en sorte qu'ils vont plutôt adhérer à un islam radical, plus salafiste que soufi, par exemple. Vous voyez? Ils vont rentrer dans un islam beaucoup plus radical, et vont finalement en arriver à un islam non seulement radical, mais violent. À ce moment-là, où est-ce qu'on peut arrêter le système et diriger l'enfant ailleurs? C'est de créer des espaces qui permettent aux jeunes de pouvoir parler sans tabou de la religion. Et nous, dans notre société, c'est très difficile de parler de religion à l'école. Très, très difficile de parler de religion à l'école. Vous pensez qu'on se prive de moyens d'action par une espèce de purisme? Parce que dans les sociétés occidentales, nous sommes obsédés par la laïcité, ce qui est normal. On a fait un choix de séparer la religion de la politique, ce qui est correct. Mais nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Plusieurs enfants que moi j'ai constatés qui se sont convertis étaient des enfants soit d'athées, d'agnostiques ou de chrétiens non pratiquants, par exemple. Ces jeunes-là cherchaient une réponse. Eux croient en Dieu. On peut foutre Dieu à la porte, mais on peut pas l'enlever du cœur des humains, de beaucoup d'humains en tout cas. Et ces enfants-là, qui sont en quête religieuse, mais aussi en quête identitaire, ne trouvaient pas de réponse à la maison, ne trouvent pas de réponse à l'école. Ils vont les trouver avec les radicaux. Alors, on a intérêt à agir là-dessus. C'est sûr que c'est ça le danger, Stéphane Berthomé. C'est ça le danger. L'autre danger, c'est celui dont on parlait, c'est-à-dire que finalement, les imams qui sont considérés comme modérés ou qui sont intégrés aux sociétés dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles ils prêchent, sont décrédibilisés
par les radicaux et par les jeunes qui sont sous l'influence de ces radicaux-là. Donc plus on va mettre en avant justement l'enseignement par ces imams-là, et plus on va créer finalement une cassure entre ceux qui se radicalisent puis ceux qui sont censés être les tenants du vrai discours de la religion musulmane. Alors donc on favorise pas ce genre de choses. Puis en même temps, on méconnaît, à mon avis, un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur ici, comme il en a pris en Europe. Ce sont les mosquées clandestines. C'est les endroits où des gens autoproclamés vont dispenser un enseignement ultra radical de l'islam, qui est déjà un enseignement salafiste et qui est déjà un enseignement qui pousse ces jeunes-là vers la violence. Et ça, en s'attachant à la communauté musulmane acceptable, entre guillemets, évidemment, on va moins avoir tendance à regarder sur ce côté-là qui est un peu plus souterrain et qui est là le vrai foyer de radicalisation. Un mot avec Adil Bott et après on revient sur les moyens politiques. Oui, Khalid. Je suis d'accord avec vous, justement, lorsque c'est des pseudo-imams ou des gens qui prêchent un imam, ça n'a pas de certificat, ça n'a pas de diplôme. Ce que j'arrive, en fait, non, c'est qu'un imam, il y a une différence à faire. Il y a un imam, une personne qui dirige une prière. Donc ça, c'est un imam. Un imam qui va diriger, qui va être un peu une personne ressource au niveau théologique dans une communauté. Le terme utilisé, c'est l'imam également. Et au sein de la communauté Ahmadiyya, j'aimerais ça donner comme un exemple, parce que c'est un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a fonctionné. Et les jeunes, ils sont intégrés, étant donné qu'ils sont épaulés d'un jeune âge. Les questionnements, l'espace que vous avez dit où ils peuvent discuter de religion, il existe. Il existe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on leur demande aux jeunes de parler de ce qui les intéresse. Donc, que la discussion soit libre, que le jeune se sente libre. Maria Morani, vous disiez qu'il n'y a pas de diplôme d'imam, ça n'existe pas. Il n'y a pas de certification. Il y a des imams qui sont... On peut avoir une instruction particulière. On n'a pas besoin d'avoir cette instruction ou un diplôme ou un certificat pour le devenir. Il y a des imams qui descendent de grandes écoles et qui sont diplômés de donner les prêches, qui connaissent l'islam, qui ont des doctorats en islam, en religion, etc. Mais vous en avez qui n'ont aucune formation, ils s'autoproclament imams. Des imams radicaux qui viennent des grandes écoles coraniques et qui ont fait 15 ans d'études. Il y en a quelques-uns, mais ils sont rarissimes. Alors, une dernière question, il nous reste 2 minutes. Stephen Blaney, le ministre de la Sécurité publique à Ottawa, veut réunir les ministres de la Sécurité publique des provinces à l'été ou au début de l'automne. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis, à Québec, on prétend préparer une politique contre la radicalisation pour la neutralité de l'État. Qu'est-ce que ça peut être, Stéphane Berthomec? Où on a l'air de s'en aller avec tout ça? Ce qui me gêne, moi, là-dedans, c'est qu'on a la ville de Montréal qui prépare son plan de lutte contre la radicalisation avec son centre. On a le provincial qui prépare son plan et on a le fédéral qui prépare son plan. Alors, j'ose espérer que ces trois-là vont se coordonner et vont avancer de concert pour aller vers des solutions. Je sais qu'il y a une grande partie des solutions, et vous le savez, qui passent par les renforcements des organes répressifs et par plus de moyens pour les corps policiers. C'est malheureusement aussi une étape par laquelle il faut passer. J'espère aussi qu'on va pouvoir aller vers des solutions plus alternatives avec des soutiens vers les familles, aider ces groupes sociaux-là qui sont attaqués en ce moment par des radicaux, et qu'on va trouver des solutions pour instaurer plus de dialogue avec les jeunes. Maria Morani, à Ottawa, à Québec, à Montréal. Moi, je vous dis actuellement, pour monsieur, madame, tout le monde, là, le monde, là, OK, les familles, ce qui manque, c'est la possibilité d'appeler quelque part, de dire mon jeune est en train de se radicaliser, aidez-moi. Ça, on ne l'a pas du tout actuellement. Il n'y a pas des centres qui servent à ça? Il n'y a pas des écoutez, ressources moi, dans la communauté? les familles, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils savent pas où appeler, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où même se diriger. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont peur que leurs enfants soient mis en prison. Moi, si j'appelle, est-ce qu'on va mettre mon enfant en prison? Cette ressource-là, la prévention, c'est maintenant qu'ils font l'affaire, c'est pas dans 10 ans. Et puis l'émission est déjà terminée, alors j'espère qu'on vous aura entendu, qu'on aura entendu tout ça, et qu'un groupe se formera dans la société civile. Parfois, ça sert à quelque chose aussi. Bon. Merci Adil Bott, merci Stéphane Berthomec, merci Maria Morani. Grand plaisir. Et Dounia Bouzar à Paris. Dounia Bouzar.